Dans ce format podcast, je vais vous présenter ma vision du mythe de l'abbé Saunière. C'est l'occasion pour moi de faire une synthèse des découvertes et nouveautés que j'ai soulevées dans mes vidéos précédentes, avant de parler de nouveaux sujets. Je reviens donc sur certains a priori ou idées reçues en vous partageant mon avis sur ces questions. Quelles sont les différences entre la réalité historique et le récit de Gérard de Sède ? Quelles idées peut-on se faire de l'affaire de Rennes-le-Château en 2024 ? C'est le sujet de ce podcast. De manière récurrente, l'arrivée de l'abbé Saunière à Rennes-le-Château est présentée sous la forme d'une image d'Épinal dans laquelle le jeune abbé découvre une église en ruine, avec une toiture éventrée et des poules qui gambadent dans la nef. Cette présentation de l'arrivée de Saunière en 1885 à Rennes-le-Château a été romancée par Gérard de Sède. Dans les archives de la CESA, le fichier Boyer reprend une série d'informations sur l'église de Rennes-le-Château. Je cite : 1848, remplacement d'une cloche cassée, Jean-Baptiste Fondeur à Marseille. 1879, l'église était dans un état de délabrement complet, elle n'avait pas de sacristie. On fait des réparations. Quoi ? 1883, la voûte du sanctuaire s'est écroulée à la suite d'un ouragan, rien sur les réparations qui durent être faites. Ce document nous renseigne donc sur un historique des dégradations et des réparations qui eurent lieu dans cette église. Malheureusement, le flou reste complet sur la nature des rénovations, puisque l'on parle d'un chantier en 1879 et que l'on en suppose un autre à la suite de l'écroulement de la voûte. Cela incline à penser que les travaux de rénovation de la voûte et de la toiture auraient eu lieu entre 1883 et 1884, soit avant l'arrivée de l'abbé Saunière en 1885. Je reviendrai sur ces travaux et sur la date de 1884 plus en avant dans ce podcast. Cela expliquerait pourquoi le chantier de la voûte n'apparaît pas dans les travaux effectués par l'abbé Saunière et expliquerait aussi pourquoi il commença directement par le remplacement du maître-autel. L'abbé Saunière aurait reçu un don de la comtesse de Chambord pour la restauration de son église. Il commença par la rénovation du maître-autel, dans lequel il aurait découvert des parchemins. Cette découverte a eu lieu en juillet 1887. Ensuite, le carillonneur Captier aurait découvert une fiole contenant un document qu'il remit au curé, qui ne tarda pas à découvrir l'emplacement d'une crypte. Ces éléments sont la base du mythe de Rennes-le-Château, et on ne peut pas douter de leur existence, puisqu'à chaque étape, des témoins étaient présents. Les ouvriers qui ont changé la dalle de l'autel, le carillonneur qui remit la fiole trouvée au curé, et les enfants de chœur qui ont aidé à l'ouverture de la crypte. Ces témoins sont à la source de la naissance de la légende du curé qui avait trouvé un trésor. On peut dire que tous ces faits sont réels, puisque ces découvertes ont eu lieu, et que le don de la comtesse de Chambord est également archivé. Suite à la découverte du document caché dans le balustre, l'abbé Saunière aurait découvert une crypte. Il existe un témoignage d'un enfant de chœur de l'abbé Saunière qui avait participé à l'ouverture de cette crypte. Ce témoignage avait été recueilli par l'abbé Mazière qui en avait pris note. Alphonse Rousset raconte que lui et d'autres enfants de chœur avaient été convoqués par l'abbé Saunière un jeudi matin et qu'il leur avait demandé de ne pas en parler à leurs parents ou à d'autres villageois. Lorsqu'il arriva dans l'église, des baramines étaient installées autour d'une dalle pour laquelle l'abbé Saunière avait besoin d'aide pour la soulever. Je cite le texte original une fois la crypte ouverte. Les enfants demandèrent des précisions à l'abbé, mais il resta très évasif. Ce ne sont que des tombes, et on ne peut pas aller plus loin. Et les marches taillées dans le roc, demandèrent quelques enfants à l'esprit plus curieux. Rousset était formel. Il avait bien vu des marches grossières, taillées dans le roc, assez hautes, difficiles à franchir, et puis le noir.
Il avait bien noté que la dalle était bien située au centre de la nef, un peu avant les deux marches donnant accès au sanctuaire, et que la faille se dirigeait vers le pilier de la porte d'entrée de l'église. Donc, l'abbé Saunière a bien découvert une crypte dans l'église de Rennes-le-Château. Et que contenait cette crypte ? C'est bien l'affaire qui fait polémique. Pour remettre de l'ordre dans l'approche de cette crypte, la seule description documentée est celle du témoignage d'Alphonse Rousset. On ne sait que deux choses sur l'intérieur de la crypte. Saunière dit qu'il n'y a que des tombes, et Rousset lui demande à quoi mène l'escalier qu'il a aperçu. Mais Saunière avait déjà répondu à la question, puisqu'il avait dit qu'il n'y avait que des tombes et que l'on ne peut pas aller plus loin. Le contenu de cette crypte se limite donc à un accès vers un souterrain, un escalier de marche haute et difficile à franchir taillé à même le roc. Il détaille l'idée d'une faille naturelle prenant son départ depuis cette dalle localisée sous le milieu de la nef, un peu avant les marches du chœur de l'église, et se dirigeant vers la porte d'entrée. Si l'information est si maigre au sujet du contenu de cette crypte, c'est justement parce qu'il n'y a rien d'autre à en dire. En fait, il ne s'agit même pas d'une crypte, mais plutôt de l'entrée d'un souterrain bouché dans lequel ont été déposés quelques défunts. Cela explique pourquoi l'abbé Saunière en avait fini l'exploration avant 4 heures, alors qu'il avait renvoyé les enfants à midi. Lorsqu'ils revinrent, la dalle avait retrouvé sa place et l'incident était clos. La version de Gérard de Sède est donc très romancée, puisque l'écrivain inventa que la dalle qui refermait cette crypte était la dalle des chevaliers. Cette information est donc un fake, car si la dalle des chevaliers avait refermé le souterrain, Rousset n'aurait pas manqué de le commenter dans son témoignage, et l'abbé Saunière aurait dû trouver une dalle de dimension égale en moins de 4 heures pour refermer la crypte, car si la dalle des chevaliers se trouve en dehors de l'église, elle ne peut avoir été remise à sa place. Dans les archives de la CESA, il existe 3 articles dans lesquels la dalle des chevaliers est citée. En 1906 par Élie Tessehir, en 1929 par Antoine Fagès et en 1927 par Henri Guy. Il faut souligner que ces articles ne peuvent avoir été pollués par l'affaire de Rennes-le-Château, puisqu'en 1906, Saunière était encore en vie, et en 1927, Pierre Plantard n'avait que 7 ans. En 1906, il apparaît que la dalle servait de marche d'escalier en dehors de l'église. En 1909, on retrouve la même information, et il est détaillé que la dalle se trouve au pied de la croix de mission. Ce texte mentionne aussi que la dalle avait été trouvée à plat devant le maître-autel lors du dallage de l'église. En 1927, il est dit que la dalle a été trouvée sous l'autel et que, curieusement, la face sculptée se trouvait vers l'intérieur, la face lisse vers l'extérieur. La découverte de la dalle est datée dans cet article entre 1884 et 1885. Au vu de ces informations, nous pouvons déduire que la dalle des chevaliers avait été découverte lors du dallage de l'église, au cours du chantier de rénovation de la voûte, qui aurait eu lieu entre 1884 et 1885, soit juste avant l'arrivée de Béranger Saunière. Il est donc évident que le récit de Gérard de Sède est celui d'un roman, et que l'écrivain a arrangé certains éléments pour rendre son livre plus attrayant. Il en serait de même pour la célèbre houle remplie de pièces d'or, dont on ne retrouve la trace nulle part. Si quelqu'un avait vu cette houle et cette dalle lors de l'ouverture de la crypte, Rousset n'aurait pu omettre ce détail dans son témoignage. On ne peut douter de l'existence de la crypte des seigneurs, puisqu'elle est citée dans le registre paroissial de 1694 à 1726 et dans le testament d'Henri de Hautpoul, daté de 1743. Ce testament est important car il certifie l'existence de la crypte des seigneurs en qualité de crypte ancestrale, ce qui signifie qu'il ne peut s'agir d'un simple caveau, mais plutôt d'une petite nécropole dans laquelle reposeraient plusieurs générations. D'ailleurs, le bâtiment était au départ la chapelle funéraire des comtes du Razès avant de devenir une église, ce qui fait remonter l'occupation de cette crypte au XIIe siècle. En 1743, Henri de Hautpoul formulait son désir d'y être inhumé,
ce qui signifie que la crypte était encore en usage à son époque. Mais il apparaît que son cercueil se trouve à l'entrée du souterrain bouché, avec ceux de Anne de Sol et d'Henri du Vernet, qui furent inhumés en 1705 et 1724. Cela signifie que le souterrain qui menait à la crypte des seigneurs se serait effondré ou aurait été obstrué peu avant 1705 et qu'Henri de Hautpoul n'en était pas informé en 1743. Donc, l'abbé Saunière n'aurait accédé qu'à l'entrée du souterrain qui menait jadis vers la crypte des seigneurs et non à une crypte en soi. Ces informations permettent de supposer que la crypte des seigneurs serait plutôt une cavité naturelle aménagée, probablement volumineuse puisque l'on parle de 5 siècles d'activité, et que cette nécropole se trouve dans le prolongement d'une faille se dirigeant vers la porte de l'église. Si les découvertes des parchemins et de l'entrée de la crypte ont été assistées de témoins, l'affaire des dalles gravées est beaucoup plus complexe. Pour le dire simplement, nous devons notre connaissance de la sépulture de la marquise de Blanchefort à Gérard de Sède, qui a publié les reproductions des documents que l'abbé Saunière aurait rassemblés. Il s'agirait du parchemin et des dalles gravées. En décortiquant le sujet, Gérard de Sède aurait reçu ces documents de la main de Pierre Plantard, et il est évident qu'il s'agit de la base du roman, car la présentation des documents et surtout la démonstration cryptologique sont la clé de son succès. Le point de départ de l'or de Rennes serait donc ce dossier de cryptologie, et Gérard de Sède a travaillé de manière à l'intégrer au cœur d'un roman basé sur la biographie de l'abbé Saunière. Donc, la commande prise par Gérard de Sède aurait été de fusionner un lien entre le dossier de cryptologie et la fortune de l'abbé Saunière. Les deux éléments peuvent être tous les deux vrais, mais il n'y a pas forcément de lien entre les deux. La question qui se pose est celle des origines de ces documents transmis par Pierre Plantard. Beaucoup affirment que ce sont des falsifications, mais en étudiant le sujet, il est évident que ces documents sont réels, et je vais revenir sur plusieurs faits à ce sujet dans ce podcast. Pour répondre à la question de savoir si l'abbé Saunière avait trouvé les pierres gravées présentées par Gérard de Sède, on trouve quelques éléments de réponse dans les archives. La reproduction de la stèle avait déjà été publiée en 1906 dans les bulletins de l'ACESA. Elle est identique à la version présentée par Gérard de Sède. Donc, le mécanisme cryptologique présenté par Gérard de Sède repose sur les textes de la stèle et du parchemin, et il apparaît que l'une des deux reproductions est authentique. En 1906, soit 14 ans avant la naissance de Pierre Plantard, le texte codé de la stèle était déjà une réalité. Le mot mortépée, qui sert de clé au chiffrement de Vignières, était déjà en place. On peut aussi ajouter que les dates et l'identité de la marquise de Blanchefort stipulées sur la stèle sont réelles, puisque le registre paroissial confirme son décès à la date du 17 janvier 1781 et son inhumation dans le cimetière de Rennes-le-Château 2 jours plus tard. Le ressort du mythe de Rennes-le-Château est que l'abbé Saunière aurait trouvé un trésor fabuleux, et ceci expliquerait les origines de sa fortune colossale. Aujourd'hui, différents chercheurs ont mis en avant des indices qui ramènent le trésor de l'évêché d'Alais entre les mains de l'abbé Saunière. Ces indices ou preuves ont été présentés par Philippe Brunel dans son documentaire intitulé L'abbé, le diable et les chercheurs, et je ne vais donc pas en refaire l'inventaire. Le concept à retenir est que l'abbé Saunière aurait découvert un souterrain en dehors du village, dans lequel avaient été cachées des richesses appartenant à l'évêché d'Alais, c'est-à-dire principalement des objets religieux, du mobilier et des livres. Ces objets, originaires d'une période comprise entre le Moyen Âge et le XVIIIe siècle, auraient été identifiables et délicats à vendre en état, c'est pourquoi l'abbé Saunière aurait recyclé une partie de ces objets. L'expertise des bijoux que le curé avait offerts démontre qu'il s'agit de pierres précieuses de facture médiévale sur un montage du XIXe siècle,
ce qui corrobore la théorie du recyclage. La durée de cette activité est inconnue, mais elle est limitée dans le temps puisque le souterrain se serait écroulé. Aussi, d'un point de vue logistique, la bessonnière devait aller et venir pour ramener ses objets en toute discrétion, les démonter et remettre les pièces au bijoutier qui achetait ces pierres. Ce que je veux dire, c'est que les gains de la bessonnière en ce qui concerne l'exploitation du trésor de l'évêché d'Alais ne peuvent être supérieurs à ce qu'Antonin Schwab pouvait payer et transporter. En d'autres termes, l'exploitation de ce trésor est loin de justifier l'entièreté de la fortune dépensée par la bessonnière. Et on en revient à la même question, d'où vient la fortune de l'abbé ? Que l'abbé ait découvert un trésor est aujourd'hui un fait certain. Mais si la bessonnière avait découvert un trésor inépuisable, duquel il aurait tiré l'entièreté de sa fortune, il aurait fallu qu'il déplace et écoule un trop grand volume d'objets précieux pour que la discrétion ne reste possible. En dehors de ça, le fait que la bessonnière ait découvert le trésor de l'évêché d'Alais ne justifie pas le fait de son changement de vie sociale, ni son compte bancaire en Hongrie. De mon point de vue, il y a deux affaires distinctes à Rennes-le-Château. Il y a l'affaire des documents d'une part, et celle du trésor de l'évêché de l'autre. Étant donné qu'il y a un lien entre les documents découverts et le projet architectural, il est envisageable que ces travaux ne soient pas vraiment l'œuvre de la bessonnière, mais plutôt des gens qui ont financé la recherche des documents. Saunière n'aurait été que le maître d'œuvre d'un commanditaire anonyme, et il n'aurait pas financé la rénovation de l'église sur ses fonds propres, mais aurait plutôt reçu de l'argent pour ses réalisations. Beaucoup de gens affirment à tort et à travers que les documents publiés par Gérard de Sède sont des faux réalisés par Pierre Plantard. Mais c'est impossible, car les documents découverts à Rennes-le-Château forment un langage. Ils présentent des rapports cryptologiques complexes, basés sur leur complémentarité, et ils font aussi référence à des sources extérieures qu'il aurait fallu connaître. Par exemple, le texte de la stèle avait été publié dans les bulletins de la CESA en 1906, ce qui signifie que le message codé par le chiffrement de Vignières existait déjà 14 ans avant la naissance de Pierre Plantard. Le parchemin, quant à lui, est inspiré du Codex Bezae. Or, les pages qui ont servi de référence pour la composition du parchemin de Rennes-le-Château comportent des anomalies. On y retrouve la même césure que sur le parchemin, mais encore, des lettres décalées forment le mot Archédéi, et on retrouve sur ces pages les annotations APX et 168. Nous sommes d'accord que Pierre Plantard ne pouvait pas connaître cette relation entre le parchemin et le Codex Bezae. Il ne pouvait pas connaître cette énigme Archédéi, qui, soit dit en passant, fait écho à la dalle de Blanchefort. Concernant la dalle de Blanchefort, il n'y a aucune trace de son existence. Mais 10 ans avant la publication de l'Or de Rennes, le rapport Cheza, daté de 1957, démontre que des gens font des recherches sur les pierres gravées de Rennes-le-Château. Dans ce dossier, on retrouve des tentatives de reconstitution de la dalle de Blanchefort sur base de témoignages. Mais ces portraits robots de la dalle sont fortement incomplets. On retrouve les mots Regis, Redis, Celis, Arcis, qui permettent de faire le lien avec la dalle de Blanchefort, mais ce sont les seuls mots connus. Leur disposition et la notion d'un axe vertical placé au milieu est présente dans la description. Pour le reste, on parle de caractères étranges et de signes, et un témoin rapporte des caractères grecs, mais la mention et in Arcadia ego n'est pas présente. On peut donc supposer que la dalle de Blanchefort était assez semblable à l'image publiée par Gérard de Sède. Encore une fois, cette image de la dalle est parfaite, car elle complète le parchemin, puisque celui-ci renvoie au codex de Bezae original, et sur ce dernier, on retrouve les thèmes de la dalle de Blanchefort, Archédéi qui devient Arcadia, et on retrouve aussi la coïncidence des APX et 168. Mais encore, la stèle et le parchemin donnent le message codé par le chiffrement de Vignières, qui parle de Nicolas Poussin en tant que gardien d'une mystérieuse Clépax 681, dont on retrouve le concept sur le codex original et sur la dalle, dont le thème majeur est Et in Arcadia ego,
un thème cher à Nicolas Poussin. Qui aurait pu inventer ça ? De toute évidence, les documents présentés par Gérard de Sède ne peuvent être des falsifications. C'est impossible d'avoir inventé un tissu de liens basé sur des éléments réels dont les plus anciens remontent au IVe siècle. C'est pourquoi je m'incline à penser que Pierre Plantard a manipulé des documents dont il ne connaissait pas la portée. Gino Sandri, qui a connu Pierre Plantard, raconte que ce dernier avait hérité d'un dossier constitué par la Bessonnière lui-même. Ce dossier était en possession de Marie Desnarnaud, et elle avait pour devoir de le remettre à un homme de qui elle avait reçu l'adresse. Bien après la mort de Saunière, elle envoya une lettre comme convenu. Mais l'homme en question était décédé, et c'est Pierre Plantard qui s'est présenté à sa place. Marie Desnarnaud lui aurait remis le dossier, et c'est de cette manière que Pierre Plantard serait en quelque sorte devenu l'héritier de la Bessonnière. Il est envisageable que ces documents aient été accompagnés du rapport de cryptologie et sans doute d'une lettre de la Bessonnière expliquant le contexte de ces documents. C'est pourquoi je pense que Pierre Plantard était à moitié initié. Il connaissait l'existence et la dynamique de ce secret, mais sans toutefois en posséder toutes les finalités. J'imagine qu'il a vu une opportunité de manipuler ce secret en formant le prieuré de Sillon comme la parodie contemporaine d'une vieille réalité. Et la partie qu'il va exploiter, c'est celle de la lignée dynastique, en essayant grossièrement de confondre sa propre généalogie avec la lignée secrète. Cette supercherie de Pierre Plantard semble mettre en lumière l'un des véritables fondements du mystère de Rennes-le-Château, car le thème de la lignée dynastique coïncide avec le fait que c'est la comtesse de Chambord qui a financé le début des recherches de la Bessonnière. En parallèle, Pierre Plantard s'est dirigé vers des auteurs capables de mener des enquêtes sur le sujet et il les a informés et guidés dans ses recherches. Pierre Plantard est donc un directeur de recherche de l'ombre et il semble être intéressé par une question matérielle puisqu'il a acheté des terrains dans la région de Rennes-les-Bains. Néanmoins, Pierre Plantard ne semble pas être à la recherche d'un trésor, car sa quête semble beaucoup plus mystique et ancrée dans les thématiques de l'Atlantide et de l'ère du Verseau. Mais pour en revenir aux documents de Rennes-le-Château et au roman de Gérard de Sède, on peut remarquer que Pierre Plantard est informé d'une relation entre Rennes-le-Château et Saint-Sulpice. Il le manifeste dans Le Serpent rouge, mais aussi dans le roman de Gérard de Sède. C'est un sujet intéressant, car pour l'arrivée de Béranger Saunière à Rennes-le-Château, Gérard de Sède a travaillé sur une reconstitution biographique, certes fortement romancée, mais corroborée par des faits réels. À partir du voyage à Paris, on se demande quelles sont les sources de Gérard de Sède. Il n'y a aucun indice, pas la moindre preuve de ces faits, mais il faut bien admettre que l'auteur a présenté un récit trop cohérent pour qu'il ne soit faux. C'est-à-dire que Gérard de Sède amène la Bessonnière à Saint-Sulpice pour le décodage de ses documents. Et c'est justement à Saint-Sulpice que se trouvent des fondements de l'énigme de Rennes-le-Château, comme le méridien et son gnomon, et les références au temple de Jérusalem. Or, à cette époque, le thème de la méridienne n'est pas encore vraiment un élément identifié comme ayant un lien avec l'affaire de Rennes-le-Château. Il en va de même pour l'affaire de la gravure du tableau de Nicolas Poussin. Pourquoi Gérard de Sède en parle-t-il alors que ce tableau ne joue pas de rôle dans son roman ? La manière dont j'explique les sources de Gérard de Sède concernant le voyage à Paris, c'est que le dossier de Saunière duquel Pierre Plantard avait hérité aurait contenu une lettre de Saunière racontant son périple pour les faire décrypter. Étant donné que la Bessonnière est sortie du rang en ce qui concerne l'exploitation du trésor de l'évêché d'Alais, on peut imaginer qu'il avait gardé une copie des documents qu'on lui avait demandé de retrouver. La question qui se pose est celle de ses intentions. Pourquoi aurait-il voulu remettre ce dossier à titre posthume à quelqu'un dont on ignore l'identité aujourd'hui ? L'église et le domaine seraient le plan d'un trésor. Depuis que le mythe de Rennes-le-Château est né, des chercheurs se sont imaginés que la Bessonnière avait décoré son église de manière à transmettre la cachette de son trésor.
Maintenant que la nature du trésor en question a été établie, cette idée n'a plus de sens. Il n'y a aucune raison sensée qui justifierait que l'abbé Saunière aurait utilisé la décoration de son église et l'architecture de son domaine de manière à révéler l'emplacement d'un trésor ou du souterrain qu'il avait découvert. Quant au trésor des Visigoths ou au trésor de Rome, aucun élément n'indique que l'abbé Saunière aurait manipulé des pièces de cette époque. D'ailleurs, la restauration de l'église et sa décoration ont commencé avec le remplacement de l'autel en juillet 1887, suivi des vitraux commandés en septembre de la même année. Ce qui signifie que ce projet de décoration avait commencé bien avant l'enrichissement de l'abbé Saunière. Et il est à noter que le thème du premier vitrail, qui représente Marie-Madeleine lavant les pieds de Jésus, correspond avec le thème du parchemin présenté par Gérard de Sède, ce qui démontre un lien entre ces documents et le message architectural de l'Église. Or, de quoi parle cette Église ? Il est question de Marie-Madeleine, il est question de nombreuses allusions au mythe de la résidence divine ou du Graal, c'est-à-dire à différents aspects du mythe de Sion. Si aucun trésor n'a jamais été découvert au départ de l'architecture de l'Église ou des documents qui y étaient cachés, c'est tout simplement parce que l'enjeu de ces informations ne concerne pas un trésor, mais plutôt un secret d'un autre ordre. Dans l'épopée des découvertes de l'abbé Saunière, se trouvent des éléments intrigants qui laissent penser que le secret de Rennes-le-Château concerne un mélange d'aristocrates et de prélats. Les blasons du pape Léon XIII et des cardinaux en fonction à l'époque des prêtres du Razès figurent sur la façade de l'église comme s'ils en étaient les auteurs ou commanditaires. Et d'autre part, les trois curés concernés ont tous trois laissé un mystère derrière eux. Entre les recherches archéologiques de Boudet à Rennes-les-Bains, celles de Saunière à Rennes-le-Château et l'assassinat d'Antoine Gélis, il y a de quoi se poser des questions, d'autant plus que de l'argent de provenance inconnue a circulé chez les trois prêtres. Le fait que la rénovation du maître-autel a été financée par la comtesse de Chambord démontre également que c'est l'aristocratie la plus proche de la couronne de France, ou de moins de son lignage, qui est intéressée par la découverte de ces documents. Qu'est-ce que ça signifie ? Que le secret des documents cachés à Rennes-le-Château est d'ordre politique et religieux, et d'une grande importance, puisque l'on retrouve la veuve de l'héritier au trône de France d'une part, et le pape accompagné du cardinal responsable de cette région d'autre part. C'est donc un secret de roi et de pape. À mon sens, le message architectural de l'église de Rennes-le-Château, centré sur les thèmes de Sion et du Graal, serait à prendre au premier degré. C'est-à-dire que les documents découverts par Saunière et que le message architectural inspiré par ceux-ci auraient pour fonction d'avertir que cette région avoisinante est celle de la résidence divine, celle d'un lieu terrible au cœur du mythe de Sion. De manière littérale, le secret de Rennes-le-Château serait d'ordre géographique et plus précisément de l'ordre de l'identité territoriale. Le concept de Sion explique comment l'Arche d'Alliance, comment le Graal, ou encore le tombeau du Christ et le temple de Salomon peuvent cohabiter en un seul et même lieu, comme c'est le cas dans le légendaire de Rennes-le-Château. Et c'est bien selon moi la clé de lecture qui explique l'importance du mystère des deux reines. L'abbé Saunière aurait été l'instrument à la fois du pape et des défenseurs de la lignée dynastique de la Maison de France, ce qui démontre réellement une dimension à la fois politique et religieuse. Nicolas Poussin avait confessé dans sa lettre à Fouquet l'existence d'un secret que les rois auraient grande peine à tirer de lui, d'une chose que personne au monde ne retrouvera peut-être dans les siècles à venir. Et ce secret dont parlait Nicolas Poussin, alors qu'il se trouvait à Rome, serait sans doute le même secret que celui qui forme l'énigme des documents découverts par l'abbé Saunière à Rennes-le-Château.
En conclusion, ces découvertes et cette nouvelle approche réduit la légendaire fortune de l'abbé Saunière à quelque chose de plus rationnel. Le gros œuvre de l'église, la toiture, la voûte et le dallage, avaient été restaurés juste avant son arrivée. La décoration de l'église et la construction du domaine ne font pas forcément partie des dépenses personnelles de l'abbé Saunière, car il est envisageable que ces projets aient été pensés et financés par des tiers. L'abbé n'aurait été qu'un exécutant, brassant des fonds qui lui étaient confiés secrètement. Enfin, le trésor découvert aurait sans doute rapporté une petite fortune à l'abbé Saunière, mais cette fortune reste limitée et ne justifie pas l'ensemble des dépenses effectuées. Ce n'est bien sûr que mon avis, chacun en pensera ce qu'il veut et reste libre d'imaginer sa propre histoire de l'abbé Saunière. Dites-moi en commentaire si ce podcast vous a inspiré ou a résonné avec vos propres idées, ou si vous pensez que d'autres éléments desquels je n'ai pas parlé méritent d'être débattus. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. Je suis en train de penser à réaliser une série, et si vous souhaitez encourager et soutenir ce projet, vos dons sont les bienvenus par PayPal ou Tipeee. Pour la suite, je vous invite à la découverte des trésors de Rome comme vous n'en avez jamais entendu parler.